vous aujourd'hui ces innovations de rupture? Quelles sont celles qui, selon vous, doivent être suivies de près dans les prochaines années et en même temps, quelle est la lecture que vous avez aujourd'hui de cette actualité autour de la crypto? Alors pour moi, moi je suis plutôt une blockchain optimiste, hein, donc je suis assez persuadée que cette technologie est porteuse d'énormément de potentiel. Je pense que ce qui est en train de se produire aujourd'hui sur les marchés avec BlockFi et FTX, c'est surtout FTX, c'est vraiment un cas de fraude massive, hein, qui aurait pu se produire dans n'importe quel autre domaine. Il se trouve que c'est dans la crypto, mais il y a eu des malversations, il y a eu une bulle spéculative, il y a eu des investissements un peu non raisonnés avec des acteurs qui sont des acteurs majeurs du private equity ou du venture qui ont investi massivement dans cette plateforme, mais sans mettre en place des mécanismes de contrôle qui habituellement doivent être mis en place quand on investit en minoritaire dans ce type d'actifs. Donc c'est un petit peu un cas d'école de tout ce qu'il ne faut pas faire et qui a été rendu possible probablement pendant la pandémie aussi, parce que les contrôles, les due diligence qui étaient effectués par certains acteurs majeurs de cet écosystème de l'investissement n'ont pas été à la hauteur de ce qu'étaient les enjeux. Donc pour moi, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une correction qui est normale puisqu'on est en présence d'un cas de fraude. Donc c'est heureusement finalement que les malversations des dirigeants de cette entreprise ont été découvertes et qu'un terme a été mis à leurs activités frauduleuses. Et donc beaucoup de gens vont y perdre des plumes, hein, probablement, y compris les investisseurs qui lui avaient fait confiance. Mais je ne pense pas que ça remette en cause la finance décentralisée, les technologies de blockchain, l'apport que peuvent avoir ces technologies pour réduire les frottements qui sont liés à certains aspects des systèmes de paiement. Donc pour moi, il y a une correction qui va emporter avec elle un certain nombre d'acteurs probablement, mais qui ne remet pas en cause fondamentalement les apports que la blockchain peut avoir sur la finance à long terme. Donc prendre du recul effectivement par l'analyse qui peut être faite, je dirais un peu à chaud de cette actualité qui finalement pour vous est plus un problème de gouvernance qu'un problème généralisé que l'on peut attribuer à la finance décentralisée. Un problème de gouvernance et de bulle. Il y avait une bulle spéculative manifestement, mais qui aujourd'hui montre bien et met en avant un certain nombre de précautions qui sont nécessaires lorsqu'on veut soit investir en tant qu'investisseur professionnel dans tout ce qui tourne autour de la blockchain et de la crypto, et quand on est aussi investisseur individuel, le fait d'être en self-custody, hein, de stocker soi-même ses crypto-monnaies sur un device qu'on a chez soi plutôt que sur des plateformes, par exemple, ce sont des choses qui aujourd'hui apparaissent manifestement comme évidentes. Et là, on a par exemple des champions français, européens, qui finalement ont malheureusement, de par cette actualité qui peut être tragique pour certains, et vous l'avez souligné, a permis de mettre en lumière des modèles qui peuvent être vertueux dans cet écosystème. Oui, absolument, on en parlait tout à l'heure, mais effectivement, il y a un champion du Next 40, comme on dit en France, hein, enfin, parmi les startups les plus prometteuses en France, les licornes les plus prometteuses en France, il y a Ledger, par exemple, qui est une entreprise qui fabrique des hardware wallets, hein, des devices qui permettent, je ne sais même plus comment on dit en français, qui permettent de stocker ces crypto-monnaies ou ces NFT et donc d'être soi-même le custodian, le gardien en fait de ces actifs crypto. Et donc les gens qui ont stocké leurs avoirs sur ce type de device n'ont pas perdu, n'ont pas été exposés aux défauts d'une entreprise, enfin des plateformes qui aujourd'hui font faillite. Autre sujet, alors qui reste bien sûr connecté à ce que l'on évoquait et qui va occuper beaucoup les débats de ces 3 jours, le Web 3 évidemment, hein, le métaverse, les buzzwords du moment. Il y a beaucoup d'opportunités là encore qui sont mises en lumière. Alors est-ce que c'est un monde nouveau? Est-ce que c'est une extension du monde physique? Est-ce que ce sera le monde dans lequel nous allons vraiment vivre demain? Comment est-ce que vous percevez, vous, ces opportunités? Vous êtes beaucoup entre la France et la Corée. Comment est-ce que vous percevez justement à travers ces 2 regards peut-être, ces avancées, ces promesses et peut-être encore une fois aussi les limites? Alors là, c'est intéressant, c'est un peu la même chose que d'ailleurs c'est lié, hein, c'est un peu la même chose que dans la blockchain, puisque précisément le Web 3, et il y a beaucoup de confusion autour des définitions qu'on peut donner à ces termes, mais le Web 3, c'est en fait, après le Web 2, qui était plutôt le web social, hein, des plateformes, des réseaux sociaux, etc., le Web 3, c'est un web qui repose sur la blockchain, justement, donc sur une décentralisation
de la donnée, de la collecte de la donnée, même si aujourd'hui, ce modèle-là n'est pas encore arrivé à maturité, n'est pas encore avéré. Mais donc, il y a l'idée derrière le Web3 que les utilisateurs possèdent et maîtrisent l'utilisation qui est faite de leurs données et que par conséquent, il y a un partage de la valeur entre ceux qui produisent du contenu et les plateformes qui les mettent à disposition du public qui est plus équitable que dans le Web 2. Donc ça, c'est un peu la vision idéale. Et j'ai l'impression que dans le secteur, il y a eu beaucoup d'excitation pendant la période de la pandémie, probablement parce que comme on était tous un peu coincés chez soi, beaucoup de gens se sont mis à imaginer les potentialités qui étaient recelées par le métaverse ou par le web décentralisé. Donc on a vu se développer un peu des transactions un peu folles sur des métaverses comme Decentraland, comme Roblox, etc., avec des acteurs du monde physique qui se mettaient à acheter, à investir, soit pour acheter du foncier dans les métaverses, soit pour acheter des propriétés, des bateaux, pour des montants complètement délirants. Alors c'était souvent le fait, je pense, de geeks un peu crypto-millionnaires, des gens qui avaient gagné beaucoup d'argent tout au début du développement du Bitcoin. Pour moi, c'est un peu de l'écume. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que toute cette excitation qui a conduit un certain nombre d'acteurs du monde physique à investir par FOMO, par peur de manquer une opportunité. Aujourd'hui, tout le monde est en train de se dire, bon, peut-être que finalement, c'était un peu de la spéculation absurde. Les gens qui ont acheté des NFT artistiques, qui se rendent compte que finalement, il y a probablement peu de valeur ou pas de valeur associée à ces actifs. Donc tout ça, je pense, est en train d'atterrir un petit peu, plus en soft landing que dans le monde de la crypto. Mais je pense qu'aujourd'hui, les acteurs, quels qu'ils soient, que ce soit des investisseurs, des acteurs économiques du monde réel, sont en train de prendre un petit peu de distance et d'essayer de réfléchir à réellement quelles seront les possibilités de monétisation dans le métaverse. Alors moi, c'est vrai que je vois en Corée beaucoup de... probablement parce que ce sont des pays où les gens passent aussi plus de temps devant les écrans, où il y a aussi une sorte de solitude un petit peu plus, un petit peu intrinsèque aux fonctionnements sociaux, qui fait qu'il y a beaucoup de gamers, il y a beaucoup de gens qui passent du temps dans ces espaces virtuels. Et donc, on voit se développer des débuts de monétisation dans les métaverses qui sont développés en Corée avec, pour l'instant, c'est du modèle de régie publicitaire, c'est-à-dire que ce sont des partenaires marques en général, surtout le luxe par exemple. On voit beaucoup de marques qui sont en train de vendre sur des métaverses comme Zepeto par exemple, qui est le métaverse coréen. C'est comme les skins dans l'univers du jeu vidéo. Ce sont des accessoires que vous pouvez mettre sur votre avatar. Ça paraît un peu bizarre de le dire, mais il y a de la valeur associée à ces microtransactions-là. Donc on voit beaucoup de jeunes, ce sont surtout des millennials ou de la génération Z, qui achètent un sac Gucci, des chaussures Louboutin pour le mettre sur leur avatar parce que, et là, pas de jugement de valeur, peut-être que c'est une évolution de la civilisation qui n'est pas très souhaitable, mais parce que l'aspect de votre avatar, étant donné que vous passez beaucoup de temps sur le métaverse social, l'aspect de votre avatar devient quelque chose qui est quasiment plus important ou aussi important que votre apparence dans la vraie vie. Donc, il y a des débuts de monétisation sous cette forme-là dans le métaverse. Mais on n'en est vraiment qu'au début. Et on voit bien, il y a eu des modèles, notamment dans l'art, par exemple des concerts qui ont eu lieu sur un certain nombre de plateformes. Ariana Grande qui était sur Fortnite, enfin un certain nombre de choses. Tout ça est en train un peu d'atterrir parce que finalement les artistes se rendent compte qu'ils aiment mieux être au contact de leur public in real life, dans la vraie vie, plutôt que à travers des écrans. Donc les choses se mettent en place et je crois qu'aujourd'hui c'est le moment d'avoir un peu de distance critique pour savoir vraiment comment on va pouvoir tirer des choses intéressantes des possibilités offertes par le métaverse. Alors il y a effectivement le pendant aussi, on voit cet espace, alors comme le monde numérique avait beaucoup d'opportunités, on a vu exploser la cybercriminalité par exemple, et là évidemment dans le monde du métaverse on voit déjà des affaires qui sont même parfois dramatiques et suivies aujourd'hui par des services des ministères de l'Intérieur par exemple. Certains des acteurs aujourd'hui appellent à une réglementation, souhaitent que cet espace du métaverse soit régulé. Est-ce que vous y êtes-vous plutôt favorable et est-ce que vous pensez que c'est possible ?
Alors, ça va être très compliqué parce qu'on cumule un certain nombre de difficultés liées à où sont les serveurs, où sont les utilisateurs, qui sont les propriétaires des plateformes. Donc, ça va être très, très compliqué de savoir déjà quelle est la compétence géographique, même peut-être sectorielle, des autorités judiciaires ou de régulation en charge de non seulement édicter les règles, mais ensuite de surveiller leur application. Donc ça, déjà, ce n'était pas facile dans le Web 2 de faire reconnaître, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand il s'agissait de retirer des contenus, par exemple, qui étaient contraires à une réglementation, par exemple en France, lorsqu'on demandait à Twitter de retirer un contenu qui était en violation d'un certain nombre de réglementations françaises, c'était extrêmement compliqué. Il fallait juger les choses en France, faire une demande d'exéquatur, le faire exécuter par un tribunal américain. Donc tout ça est extrêmement compliqué. Et on va rajouter une couche à ça dans le Web 3 parce qu'avec cette idée de décentralisation et donc de difficulté à avoir un interlocuteur unique qui soit responsable de la data, de faire respecter un ordre juridique au sein de la plateforme, ça va être extrêmement, extrêmement compliqué. Mais c'est vrai qu'on voit déjà apparaître un certain nombre des cas qui peuvent même paraître un petit peu absurdes. Aujourd'hui, par exemple, des gens qui se sont plaints, je crois que c'était sur Decentraland ou peut-être sur Meta, de personnes qui s'estimaient harcelées parce que un avatar s'était approché trop près de leur avatar et ils avaient estimé qu'ils étaient dans une situation d'agression. Donc on va voir arriver des questions qui sont, y compris des questions parfois même philosophiques ou sociétales, qui va être extrêmement difficile de régler parce que est-ce qu'un avatar doit être considéré comme le jumeau numérique de la vraie personne? Est-ce qu'on doit lui attacher des droits? Enfin, tout ça va être extrêmement compliqué. Je pense qu'à un moment, il faudra effectivement probablement établir un peu de réglementation des codes de conduite, des réglementations. Je ne sais pas comment on les fera exécuter, mais en tout cas, oui, pour que ce ne soit pas la jungle, il faudra probablement à un moment essayer de mettre en place au moins des codes de conduite acceptés par tous. Donc, encore un défi de réglementation ou juridique qui va être extrêmement intéressant. Intéressant et effectivement complexe puisque c'est un monde sans frontières et donc là on voit bien la complexité d'aborder ce sujet avec la multitude des droits en fonction des différents États qui n'ont pas forcément la même vision aussi de ces sujets. Un dernier point si vous le voulez bien Fleur Pellerin, puis on prendra peut-être quelques questions de nos invités sur les enjeux de diversité puisque c'est un sujet bien sûr de société. Alors on en parle dans le numérique mais c'est bien sûr valable pour l'ensemble de notre société au sens planétaire du terme. On voit que les choses évoluent beaucoup en matière de mixité, notamment puisque là on a quelques indicateurs qui permettent effectivement de pouvoir apporter des éléments de compréhension et mettre en lumière des évolutions sur la diversité. Beaucoup de choses sont également faites. On peut peut-être le mesurer de manière un petit peu plus délicate. Comment est-ce que vous percevez aujourd'hui ces évolutions et quels sont les éléments que vous souhaiteriez peut-être partager pour aller plus loin, aller plus vite dans cette dynamique qui est aussi importante en termes d'intelligence collective et puis pour réduire les biais aussi à travers tous ces algorithmes qui inondent nos vies quotidiennes? Oui, alors dans cette question, il y a plusieurs strates de compréhension. Il y a effectivement ce dont vous venez de parler à l'instant, donc il y a les biais en fait qui sont introduits notamment dans les algorithmes d'intelligence artificielle, parce que finalement les gens qui développent ces algorithmes sont eux-mêmes parfois biaisés et donc transfèrent ou transmettent leurs biais dans les algorithmes, ce qui peut paraître un peu paradoxal, mais par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'il y a eu un moment ces discussions, ces débats autour du fait que les algorithmes utilisés dans le cadre du développement du véhicule autonome, par exemple, identifiaient mal les algorithmes qui sont installés dans les véhicules pour reconnaître des formes et donc faire en sorte que la voiture va freiner lorsqu'elle rencontre un obstacle. Et donc, certains algorithmes qui avaient été développés par certaines équipes identifiaient mal les personnes de couleur, par exemple. Et donc ça, c'est un biais qui est éthiquement qui pose un énorme problème. Et donc, qui avait été introduit. C'est pas la machine qui l'avait développé elle-même, c'est parce que les algorithmes auto-apprenants avaient été alimentés avec insuffisamment de bases de données qui leur permettaient d'apprendre à reconnaître certaines typologies de carnation. Donc ça, ce sont des biais qui sont effectivement des biais qui sont à l'intérieur des algorithmes, de l'intelligence artificielle. Puis vous avez une seconde strate qui est la diversité au sein des équipes dans les startups, dans les fonds d'investissement. Aujourd'hui, sur cette question-là,
il y a énormément de pression de l'ensemble de ce qu'on appelle les parties prenantes, les stakeholders. Moi, j'ai un fonds d'investissement, je vois bien qu'il y a de plus en plus de pression de la part notamment des gens qui nous financent, donc des LPs, des investisseurs, pour que nous prenions en compte un certain nombre de paramètres ESG au sens large. Donc ça concerne à la fois les questions d'environnement, les questions de société, mais aussi les questions de gouvernance. Et donc dans la gouvernance, il y a la question de parité et également de diversité. Alors effectivement, la difficulté qu'on a en France, c'est qu'on peut travailler sur les sujets de parité, mesurer les progrès réalisés, puisqu'on peut compter, mais que pour tout ce qui est statistiques ethniques, comme elles ne sont pas possibles en France, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de mesurer, d'analyser, de faire un diagnostic d'une situation et de mesurer un progrès réalisé. Et c'est vrai que si on arrive à faire des progrès dans la mixité, la gender, de genre dans les équipes, sur la question de la diversité d'origine socio-économique et ethnique, on fait quand même encore aujourd'hui assez peu de progrès, et qu'il y a une certaine uniformité dans les équipes, que ce soit les équipes des startups, mais aussi dans les fonds d'investissement. Donc là, c'est vraiment un domaine dans lequel tout le monde a bien conscience qu'il y a un sujet, mais où on peine un petit peu à mettre en place des processus qui nous permettent réellement de faire un certain nombre de progrès. Donc je pense qu'il y a un gros défi de ce côté-là. Les progrès sont assez importants, même s'il y a encore du travail sur la question de la parité homme-femme. Mais sur les questions de diversité d'origine, là, c'est vrai qu'on est encore un petit peu en retard. Même si, quand on se compare avec d'autres pays, pas nécessairement les États-Unis, mais en tout cas, moi, je vais beaucoup en Asie, on est quand même en avance en Europe par rapport aux écosystèmes asiatiques. Les choses évoluent, mais on peut encore faire mieux sur ces sujets-là. Quel rôle vous pouvez jouer, justement, au titre de la fonction qui est la vôtre en termes de fonds d'investissement, justement, pour permettre que ces éléments soient pris en compte pour accompagner l'émergence de start-up, de futurs acteurs économiques? Quel est le rôle? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour accompagner cette dynamique? Alors, nous, dans les engagements qu'on prend, il y a, l'Union européenne vient de mettre en place un nouveau règlement de reporting SFDR qui, en fait, impose un certain nombre de contraintes aux fonds dès lors qu'ils souhaitent avoir un certain type de label. Et donc, les investisseurs, aujourd'hui, sont de plus en plus à la demande, enfin, en demande d'investir dans des fonds qui portent ces labels ou qui ont obtenu ces labels. Et donc, nous, les engagements qu'on prend, c'est à la fois en tant qu'entreprise, on est nous-mêmes une entreprise, donc de nous appliquer à nous-mêmes un certain nombre de critères de parité, d'annuler complètement le pay gap, la différence de salaire, d'avoir un certain nombre d'initiatives qui nous permettent de promouvoir la diversité et l'inclusion au sein même de notre entreprise, mais aussi d'aider les entreprises de notre portefeuille, de les pousser, d'être un peu l'aiguillon qui va leur permettre de progresser aussi sur ce chemin-là. C'est pas toujours facile. Les startups, elles sont en général concentrées sur l'exécution de leur business, et donc elles ont tendance à considérer que ces questions de ESG ou diversité-inclusion sont un petit peu secondaires par rapport à leurs priorités business. Et donc nous, on peut leur apporter du conseil, des formations, un certain nombre de conseils pour les aider à progresser. Donc on a ce rôle à la fois, nous, d'être exemplaires nous-mêmes, mais également apporter une aide aux entreprises du portefeuille, et également être sélectif dans les entreprises qu'on va sourcer. C'est-à-dire que nous sommes engagés à un horizon 2025 à avoir au moins un tiers dans notre portefeuille, au moins un tiers d'entreprises fondées ou cofondées par des femmes. Donc ce sont des engagements de place que tous les fonds ont pris et qui vont faire évoluer les choses, parce que du coup ça crée un peu de pression au sein à l'intérieur de l'écosystème pour atteindre un certain nombre d'objectifs chiffrés. Merci beaucoup Fleur Pellerin d'avoir répondu à mes questions.